Bonjour à tous, bienvenue au Numeric Games Festival 2019 pour cette conférence Opticalé, création en direct et conférence. Je suis David Javet du groupe d'études sur le jeu vidéo de l'Université de Lausanne. Et puis, on a la chance, on travaille beaucoup avec donc, le Unil Game Lab, ce groupe d'études, sur aussi la praticalité de création des jeux vidéo. Comment les jeux vidéo se créent, on discute avec des créateurs et des développeurs. Et puis, on a la grande chance aujourd'hui d'avoir Soufiane qui a accepté de venir ici au Numeric Games et qui, en plus, nous a fait l'honneur d'inviter un des artistes qui travaille sur son jeu, de le faire même voyager jusqu'à nous depuis la France, Guillaume Ducos, donc, qui nous rejoint. Et puis, encore mieux, Guillaume va créer, ou plutôt finaliser, une créature, un élément de jeu de l'univers de Soufiane devant nous pendant la conférence. Donc en même temps que vous nous entendrez parler et discuter du jeu, vous pourrez voir l'évolution sur la créature dont certaines bases ont déjà été posées. Donc merci Soufiane, merci Guillaume pour votre présence. Merci à toi David, bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui avec vous et de partager ces 45 prochaines minutes ensemble. Je vous avouerai que pour moi, c'est aussi une expérience qui est nouvelle, de par le fait que les créatures, quand je les reçois, c'est étape par étape. Elles ont déjà été avancées. Ensuite, on prend des décisions pour continuer à les avancer. Mais ce sera la première fois que je verrai une des créatures d'Optical en pleine phase de réalisation. Donc je suis tout autant enthousiaste que vous. C'est vrai que là, on voit déjà qu'il y a des bonnes bases qui ont été posées. Le but, c'était pas de vous montrer le tout début du processus, même si on va y venir peut-être après ensemble. Ouais. Et on va vraiment aussi discuter de comment la créature, elle est pensée. Exactement. Comment est-ce que, Soufiane, tu réfléchis à chaque nouvel élément que tu as envie de rajouter dans le jeu. Et donc voilà, pour peut-être aussi introduire ce qui est en train de se passer. Donc évidemment, au Numeric Games, c'est aussi très important pour nous que vous voyez le processus de travail. Donc vous voyez aussi l'artiste qui travaille, quel outil il utilise, et vous voyez vraiment ce qu'il voit au moment où il dessine. La création numérique, c'est aussi ça, ce qu'il voit au moment où il dessine et comment le processus se met en place. D'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que durant tout le long de la conférence, on verra le destin de Guillaume, et il y a juste un moment où on va switcher sur une présentation pour voir, pour visuellement que je vous montre ce que je vais vous expliquer à travers toute la conférence. Donc il y aura une petite pause à un moment une pause, ce sera dans la continuité, mais on verra, on aura la chance de voir la création visuelle du monde astral et des créatures d'Optical. Ok. Et donc, Soufiane, ma première question qui est un peu la plus évidente, nous c'était important qu'on commence d'abord à vous présenter ce qui est montré derrière vous, mais ça va être évidemment Soufiane, mais qu'est-ce que c'est qu'Optical ? Qu'est-ce que c'est qu'Opticalé ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu vidéo ? Optical, c'est un jeu mobile d'exploration. Qui se joue donc sur téléphone portable. Sur Android et iOS. Donc vous pouvez tous la télécharger parce que depuis une semaine et demie maintenant, la version officielle est sortie. Voilà, donc c'est quand même un moment, on célèbre aussi la sortie officielle du jeu qui est sortie depuis une semaine. C'est ça. Donc félicitations Soufiane. Merci. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a sorti cette version officielle dans les pays francophones, en Suisse, Belgique et France dans un premier temps, histoire de s'assurer que le jeu soit assez stable, qu'il n'y ait pas de bugs qui s'y cachent ou autre, pour ensuite sortir à l'international avec une version anglophone dans un premier temps et au fur et à mesure sortir sur de nouveaux marchés dans des langues différentes, etc. Voilà, et donc c'est un jeu qui est gratuit, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone portable. Et puis l'idée du jeu, on est dans un jeu donc en réalité augmentée. C'est donc, vous êtes dans la rue, vous vous promenez ou autre, et puis vous actionnez votre téléphone portable, votre Optical, et puis vous devez tourner autour de vous-même en utilisant l'écran pour chercher où se cache une de ces créatures et pour la capturer ou alors échouer à sa capture. Mais l'idée c'est ça, c'est de découvrir petit à petit un monde parallèle en fait. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est que récemment il y a des scientifiques qui ont découvert qu'il existait un monde parallèle au nôtre peuplé de créatures extraordinaires et que ces créatures, lors de rares contacts entre nos deux mondes, avaient inspiré nos contes, légendes et mythologies depuis la nuit des temps. C'est pour cette raison qu'on retrouve des créatures aux caractéristiques extraordinaires, mais similaires dans différentes civilisations. Par exemple, les dragons en Europe médiévale, dans les dynasties chinoises ou chez les Aztèques. Ou alors le phénix qu'on va retrouver partout, le yéti au Népal, le Bigfoot Sasquatch en Amérique du Nord. Voilà. Ces scientifiques ont découvert une technologie qui nous permettait de traverser la frontière
qui séparait nos deux mondes, et ils ont réussi à la synthétiser dans un appareil qu'on peut mettre en poche qui s'appelle l'Optical. Donc le but du jeu, vous en tant qu'explorateur, vous êtes le héros du jeu, vous n'êtes pas en train de diriger un avatar pixelisé, c'est vous-même le héros, et votre smartphone se transforme en appareil vous permettant d'aller détecter, d'aller trouver ces créatures. Et Ce que je trouve intéressant d'ailleurs, d'exploration pure, ouais. Pardon, Soufiane. Ce que je trouve d'ailleurs intéressant dans le jeu, si on compare, enfin en entendant ça, vous pouvez évidemment penser à d'autres jeux où le gameplay reste, tu vas pas m'en vouloir, mais qui font évidemment penser à Pokémon Go ou autre. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans Optical, c'est qu'on ne capture pas, l'idée n'est pas de capturer les animaux, mais vraiment de les observer. Donc il y a vraiment une approche où on est dans la peau d'un explorateur qui découvre un monde, mais à aucun moment le but est de s'approprier ce monde ou d'y intervenir, en tout cas lorsqu'on joue au jeu. C'est vraiment comme en fait constituer une encyclopédie d'un autre monde. C'est un peu ça, et puis on peut ensuite échanger les créatures avec des amis. Il faut savoir aussi qu'on n'a pas forcément besoin de se déplacer. On peut jouer de n'importe où. Je pourrais jouer maintenant en live. Et être dans une zone du monde astral. Mais nos deux mondes n'étant pas sur le même plan, ils vont pas à la même vitesse. Donc si maintenant je joue et que je suis dans la zone des volcans par exemple, peut-être que dans 3 heures, alors que je n'ai pas bougé, je vais rejouer, je serai dans la zone de l'océan ou des dunes de sable par exemple. Oui, et il y a ça effectivement. Donc moi je me souviens en tout cas dans mes sessions de jeu d'avoir joué, je l'avoue, en train d'écrire des articles ou autre. Tout à coup je me fais un petit arrêt, j'essaye d'observer des créatures sur ma chaise en tournant autour de moi et autres. Et puis ce qui est aussi particulièrement intéressant, c'est que Soufiane, vous avez rajouté aussi dans le jeu des créatures que tu appelles des créatures semi-astrales. Ouais, c'est un bon point d'en parler, c'est vrai. Ouais. Qui sont donc des créatures qui sont ancrées là réellement, il faut être au bon endroit pour pouvoir les observer. Et donc évidemment, et ça on te remercie, il y a une créature pour la région du lac Léman qui est aussi observable à Yverdon. Qui d'ailleurs devrait être observable dans le coin. Oui. En fait ce qui se passe c'est que la grande majorité des créatures sont liées à une zone du monde astral et elles sont censées y vivre, d'accord ? Mais certaines créatures, les semi-astrales, vivent dans la zone, dans les limbes entre nos deux mondes et sont fixées à une place spécifique de par l'aura, de par la force qui s'en dégage. À l'heure actuelle, il y en a une au lac Léman, le Griffe-Tillon, il y en a une à Paris, il y en a une à Venise. Et à Loch Ness. Il y a le Loch Ness, bien entendu. Il y a le Loch Ness, donc vous pouvez aller observer, essayer de trouver le monstre du Loch Ness, mais en réalité, peut-être vous le trouverez que dans Optical. À savoir qu'il y a des joueurs qui planifient leurs vacances en fonction de l'endroit où ils pourront aller découvrir les créatures. Ouais. Donc nous, ça nous fait d'autant plus plaisir. Et on a rajouté la semaine passée 3 nouvelles créatures semi-astrales qui sont celles de New York, San Francisco et Mexico. Et voilà. Au fur et à mesure, l'idée sera d'en ajouter le plus. La prochaine, petit spoil, ce sera Tokyo. Et le but est d'en mettre. Donc ça, on apprend en avant-première que la prochaine sera à Tokyo. En avant-première, ouais. Très bien, je planifie un prochain voyage à Tokyo alors. Merci beaucoup. Écoute, Soufiane, je te propose de revenir un petit peu vraiment sur ce qui est en train de se passer derrière nous, sur cette créature. Déjà, moi, ma première question, on peut le deviner peut-être un peu dans le nom en haut du dossier .psd qui est en train d'être dessiné. Donc déjà, quel est son nom à cette créature qu'on est en train de voir être créée derrière nous ? Alors cette créature est la première des créatures réalisées pour la prochaine scène, la prochaine zone qu'on ajoutera dans le jeu. Cette zone s'appelle la Sylve éternelle et en fait c'est une sorte de forêt magique, forêt enchantée, selon les archétypes qu'on va pouvoir retrouver dans les légendes arthuriennes, etc. Il faut savoir qu'on utilise beaucoup les contes, légendes et mythologies à travers le monde pour créer notre univers, étant donné qu'on explique que ce serait cet univers qui aurait été la base. Qui influence en fait nos contes et nos légendes. Qui a influencé les différentes civilisations à travers le monde. Et on est sur quelque chose de très international, comme tu disais, des dragons plutôt asiatiques. Ça va très loin, ça va. Le phénix. On verra que celle-là, justement, elle est inspirée, le nom en tout cas est inspiré du peuple inuit. Donc ça peut vraiment aller loin. D'accord, ouais, d'une culture inuit. Ouais. C'est ça. Donc cette créature qui est la première créature de la Sylve éternelle est un métamifère parce qu'il a différents ordres dans le jeu. Des ordres qu'on a créés spécifiquement pour le monde astral. Les métamifères sont nos mammifères, il y a les dragonites,
les reptiloïdes, les sauctoriens qui sont les insectes mollusques, on a les phidrosopes qui sont les poissons et les aérales qui sont les oiseaux. Oui, je pense que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ce que tu as créé, c'est qu'en fait, à la fois, ça nous projette dans qu'est-ce que c'est d'être un explorateur qui découvre un monde complètement différent et qui doit donc repenser toutes les catégories, parce que tous les animaux fonctionnent différemment, mais on remarque quand même que certains ressemblent plus à des insectes, certains ressemblent plus à des mammifères, mais c'est pas exactement la même chose. Et donc ça, tu vas beaucoup y aller dans les descriptions des créatures, parce que ça, faut peut-être préciser. Soufiane se donne beaucoup de peine à décrire vraiment avec précision non seulement les créatures, mais aussi comment est-ce qu'elles fonctionnent, leur écosystème, comment est-ce qu'elles vivent, comment est-ce qu'elles chassent et autres. C'est extrêmement important pour nous que toutes les descriptions et toutes les caractéristiques des créatures soient cohérentes, voire réalistes. Donc même, on va essayer le moins possible, voire pas du tout, de mettre des éléments magiques. Des éléments qui pourraient sembler magiques, qui le sont dans nos légendes, etc. On va essayer de les expliquer d'une manière scientifique, encyclopédique, à travers la description des créatures. Donc par exemple, on va pouvoir trouver un dragon qui crache du feu, qui est un élément complètement magique, que tout le monde connaît, mais dans les légendes, contes et mythologies. Nous, on va simplement expliquer que ce dragon a 2 poches de liquide inflammable derrière la gorge qui peut cracher, et en claquant des dents, il peut créer des étincelles, ce qui crée une grosse colonne de feu qui sort de sa bouche. Et puis, alors, donc, pour bien comprendre ce qui est en train de se passer avec l'Amarok derrière nous, Guillaume a obtenu déjà toute une description de la créature avant qu'il commence à la créer. Oui, le processus de création d'une créature, on va voir le processus de création des créatures, ensuite des zones, ensuite du monde astral. Mais une créature, le processus commence par l'écriture de la description. Elle peut être plus ou moins définie, mais il faut qu'il y ait des caractéristiques globales qui soient claires et précises pour que l'illustrateur ait suffisamment de matériel pour partir sur quelque chose de concret et selon ce que moi je m'imagine. Les caractéristiques de cette créature, l'idée était de créer une créature inspirée par nos loups, mais qui est un peu plus imposante, qui a des caractéristiques physiques différentes au niveau du museau, des oreilles, de la queue, des poils, etc. Parce que déjà, c'est une créature qu'on va retrouver dans énormément de légendes à travers toute la planète. Il faut savoir, dans Optical même, il y a comme David l'a expliqué... Là, on la voit de nouveau un peu plus de loin, ouais. On voit le travail qui évolue. Comme David l'a expliqué, le but du jeu est de détecter les créatures qui se trouvent autour de nous. Mais il y a un deuxième niveau de jeu qui est de chercher les légendes dans toutes les civilisations humaines où on pourrait retrouver des traces de ces créatures. Et c'est absolument incroyable de voir à quel point il y a des légendes, des créatures aux caractéristiques similaires à travers toute la planète. D'ailleurs, il faut savoir que c'est une science. C'est une science. Il y a des chercheurs qui ont beaucoup travaillé à essayer de deviner pourquoi il y avait ces légendes qui revenaient telles quelles au Japon, mais aussi chez les Amérindiens ou en Europe. Donc nous, ce qu'on explique, c'est qu'il y a un monde astral. Oui, donc je pense aussi, il y a vraiment dans ces différents niveaux de Optical, il y a vraiment l'idée de d'abord le plaisir de voir le dessin de la créature, d'imaginer son monde, son écosystème et autres. Et puis après, vraiment pour les joueurs et les joueuses qui ont envie d'aller plus loin, de vraiment aller dans tes textes, exactement, se poser des questions. C'est vraiment un jeu qui a envie de fonctionner comme tremplin en fait à un univers évidemment beaucoup plus grand. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans les jeux vidéo. Mais même aussi ailleurs. Mais c'est vrai qu'on a on joue beaucoup sur le fragment, c'est-à-dire on nous donne un petit morceau d'un univers bien plus grand, et puis le travail de Soufiane, le travail de Guillaume, ça va être de donner suffisamment d'informations, de vraiment fonctionner comme tremplin, comme impulsion pour notre imaginaire, pour vraiment construire ce monde. Et je sais que Soufiane, toi, c'est aussi un monde que tu as envie, qui te nourrit, qui t'inspire. Ouais. Tu aimerais pouvoir le développer en bande dessinée, tu aimerais pouvoir le développer ailleurs. Le monde est complet, il est important. Il y a environ une douzaine de zones à l'heure actuelle. On a presque 90 créatures. Et le but a toujours été en fait de le faire vivre, de le présenter, de l'introduire à travers le jeu vidéo Optical, mais ensuite de le faire vivre à travers des nouvelles œuvres narratives transmédia, donc par exemple de la BD, de l'animation, de la réalité virtuelle, etc. Et ça a toujours été un de nos principaux objectifs. Et pour ça, on a déjà rencontré quelques éditeurs de BD franco-belges, on a été contacté par un studio de cinéma animation, etc. Ouais. Donc tout ça, c'est de la musique d'avenir.
On espère pouvoir continuer à faire vivre cet univers longtemps. On en est très fiers, parce que pour une petite équipe d'un studio indé au fin fond de la Suisse, on pense que le résultat actuel qui a été créé pour le monde astral est très qualitatif. Enfin, c'est pas très modeste de dire ça, mais c'était... pour moi, c'est la partie la plus trépidante, oui. La création de ce monde. Oui. Parce que c'est moi qui gère le projet, donc je dois m'occuper d'absolument tout, gérer les développeurs, etc., le marketing. Mais cette partie-là, j'y ai mis beaucoup de temps et d'énergie parce que c'est celle que je préfère. Et la plupart du temps, je ne suis pas avec les illustrateurs quand ils dessinent les créatures. Du coup, quand je reçois un mail pour dire voilà la nouvelle version, bah moi c'est un peu comme un cadeau de Noël à chaque fois que j'ouvre. C'est vrai que là c'est assez unique parce que c'est peut-être une des premières fois où tu vois en fait vraiment l'illustrateur qui travaille en live devant toi sur la créature en fait. Et puis est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours avec, on a Guillaume ici, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'allers-retours Il y a beaucoup d'allers-retours. Voilà. Il y a beaucoup d'allers-retours. Du coup moi j'ai un peu le rôle de directeur artistique. Quand les illustrateurs dessinent. Donc le processus c'est que moi je commence par leur envoyer une description et on va commencer par décrire la créature en gros par ce qu'on appelle entre nous un concept qui va être un dessin en noir et blanc, crayonné, rapide souvent, des premières idées morphologiques. De là, ce qui se passe souvent c'est qu'il en propose plusieurs. Et moi, j'en choisis une ou je choisis des caractéristiques de certaines pour en faire une nouvelle. On continue comme ça jusqu'au moment où le concept est totalement validé. Et une fois qu'il est validé, on sait à quoi va ressembler notre créature. À partir de là, c'est beaucoup plus facile pour partir sur l'illustration finale. L'illustration finale, on va commencer par faire un truc très générique avec des aplats de couleurs juste pour, en gros, imaginer, visualiser ce que donnerait l'illustration finale. Oui, parce que ce qui est important de préciser, c'est que si vous allez dans les studios Full in Kazan à Lausanne, tous les murs sont couverts de tous les dessins de toutes les créatures. Donc il y a un vrai travail aussi, alors vous pouvez le voir aussi si vous téléchargez le jeu, il y a un vrai travail aussi de colorimétrie en fait, où on a réellement chaque zone, chaque endroit du monde. Ça c'est le but d'avoir une cohérence globale entre les zones. Ouais. Notre but était qu'en moins d'une seconde, un joueur puisse deviner à quelle zone appartient une créature de par le code couleur qui est utilisé, par exemple la zone des volcans, ce sera des tons beaucoup plus rouges, foncés, entre la lave, les cendres, etc. Alors que forcément l'océan ce sera beaucoup plus bleu, la banquise il y aura du blanc, bleu ciel, etc. Le désert ce sera jaune, etc. Et on le verra après dans le PPT, mais c'était extrêmement important pour nous que ce soit que du premier coup d'œil on puisse savoir à quelle zone appartient la créature. Oui. Et pour revenir à cette créature, il l'a dit, on donne un peu des indices par-ci par-là pour essayer de trouver d'où viennent l'inspiration dans les mythologies, contes et légendes des créatures. Là, le nom Amarok, qui d'ailleurs va être changé en Amarok, parce que Amarok, c'est le nom d'une voiture. Mais ce qui est drôle, c'est que cette créature, cette voiture a pris le nom de l'esprit des loups inuits. Ah d'accord. C'est un dieu inuit qui représente le loup, qui a le nom Amarok ou Amaruk. Et étant donné que Volkswagen a déjà fait un gros pick-up Amarok, on s'est rendu compte que les gens avaient plutôt tendance à l'associer à ça. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée d'appeler une créature du même nom qu'une voiture. Ouais. Mais voilà, après du coup, on peut retrouver. C'est là aussi on voit l'impact encore une fois, cette créature tient son nom de cet esprit des loups. Donc on va forcément, un moment ou un autre, retrouver par exemple des gens qui vont nous dire cette créature me fait penser à telle autre créature. Ouais. Ça nous dérange pas, étant donné que cette créature est censée avoir été inspirée par celle du monde astral. Donc, bien sûr, toutes les connexions qui peuvent se créer. C'est ce qu'on appelle des fois des effets de réel ou autre, c'est-à-dire tout à coup on se demande mais quelle est la cohérence. J'ai vu pas seulement dans l'optique allée, je découvre qu'il y a des liens au-delà du simple jeu. Ouais. Et les indices, on va pouvoir les trouver à travers forcément l'illustration, les caractéristiques morphologiques de la créature, à travers son nom et à travers sa description. Ouais. Revenons peut-être un petit peu effectivement à l'Amaruk.
Je sais que tu m'as beaucoup parlé justement de ce que tu donnes. Il y a beaucoup dans ton travail avec Guillaume. Des fois, vous travaillez sur un objet ou un élément, quelque chose qui est modifié et autres. Et je sais que tu as ici justement des éléments pour montrer en fait. Parce qu'effectivement, là, on a vu, vous avez déjà vu, en fait, on était presque déjà à 50% en fait de la pré-réalisation. Mais est-ce que tu as des premiers éléments de dessin? On est à un stade où les concepts ont déjà été validés. Donc les dessins en noir et blanc. Ensuite, il est parti sur la première esquisse de l'illustration finale, avec encore une fois des aplats de couleurs, des formes qui ne sont pas beaucoup définies, mais qui nous permettent de deviner que les loups seront posés comme ça. On est parti sur le fait qu'il y aurait la femelle alpha, parce que dans la description des créatures, l'alpha des Amarok sont une femelle qui est ensuite secondée par un mâle. Et donc là, une fois de plus, on est dans cette idée de prendre un élément du monde réel, donc l'idée du mâle alpha chez les loups, mais en fait de l'inverser, de le changer pour aussi créer encore une fois, toutes les caractéristiques pourraient faire partie, techniquement, de caractéristiques d'une créature de notre monde. D'accord. Du coup, il y a eu un énorme travail, je suis devenu un fin biologiste, parce qu'il y a eu un énorme travail de recherche au niveau de la zoologie de notre monde. Et en fait, ce qui est fou d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est de se rendre compte à quel point les animaux de notre monde sont tout autant incroyables que ceux du monde astral. Et pour la petite anecdote, il y a plein d'idées, de caractéristiques que j'ai vues dans des créatures de notre monde qui ne pourraient pas être ajoutées dans l'optical parce que on dirait mais ça c'est trop, c'est pas possible. Des fois la réalité dépasse la fiction. Donc on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et encore une fois, dans le but de donner vie à un univers complet, global, intéressant. Et encore une fois, je pense qu'on est plutôt content du résultat. Donc à vous de le tester et de nous dire ce que vous en pensez. Oui, je sais que tu as amené aussi ton propre PowerPoint. Tu veux qu'on fasse le point maintenant avec le PPT ? Oui, c'est ça, oui, je pense. D'accord. Et on va quitter peut-être un tout petit peu, justement, on va laisser Guillaume travailler. Comme ça, tout à coup, on va revenir à son dessin, dans quelques minutes. Donc lui, il peut continuer à travailler. Et puis, on va justement vous donner, pour que vous ayez une idée aussi des informations complémentaires plus globales sur comment ce monde est pensé. J'espère que techniquement, ça va être possible. Ah voilà, super. Alors il ne s'agit pas d'une image finale du jeu, vous l'avez bien compris. Même si je trouve qu'il y a un petit côté quand même sympa. Là, c'est un point dont on n'a pas encore discuté, c'est la création du monde astral en soi. La création de tout cet univers. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai défini moi-même les zones qui seraient dans le jeu. C'était facile. C'est-à-dire qu'il y a certains archétypes qui ressortent. Très facilement. Genre une zone avec des volcans, une zone océan, une zone avec la banquise, une zone avec les rives saphirs, etc. Cette carte a été réalisée en 2014. Et si vous regardez bien, en haut à gauche, il y en a une qui s'appelle la forêt. C'est la sylve éternelle, qui est en train d'être réalisée maintenant. C'est cette nouvelle zone dont l'Amarok fera partie. Mais donc elle est en train d'être réalisée maintenant, alors que le jeu est déjà sorti, mais dès le début du processus de création, elle avait été pensée pour être inclue. Elle n'avait pas encore de nom comparé aux autres, les terres glacées, falaises brumeuses, rives saphirs, etc. Pour l'instant, je savais que ça allait être une forêt, mais ça nous permettait vraiment d'avoir une vision globale, une idée globale de l'univers qui allait être présenté dans le jeu plus tard. Alors, ça, c'est une photo d'un post-it. La toute première représentation du monde astral, c'est moi qui ai pris un crayon, qui ai dessiné cette carte, qui ai mis les noms, et qui ai appelé ça le monde astral. D'accord ? La deuxième version a été de la donner à un premier illustrateur, qui était un étudiant, qui nous a fait une première version du monde astral. Si ça marche. Si ça marche. T'essayais de faire le conférencier avec ton clic. Alors c'est très foncé, mais vous avez quand même, c'est foncé. On voit bien comme ça. Alors on voit que les zones ont déjà pris vie avec des couleurs, avec des éléments. C'est vraiment très foncé.
avec des éléments géologiques, etc., qui m'a permis d'avoir une base pour ensuite faire la version finale, Voilà. qui est également très foncée, mais que vous pourrez voir dans le jeu. Sur votre écran optical. de téléphone portable, c'est beaucoup plus clair. Hein. C'est celle-là, c'est cette version qui est dans le jeu, qui a un rendu très réaliste. Ça pourrait passer pour une carte de notre monde. Ouais, on reconnaît presque certaines formes de continents. Les formes par rapport aux post-it que j'ai fait sont exactement les mêmes. D'accord. C'est exactement la même chose, il y a quelques micro-détails, mais c'est exactement la même chose. Donc ça va être tout le temps extrêmement important de visualiser le mieux possible ce qu'on veut comme résultat final pour savoir où on va de manière beaucoup plus efficace. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette histoire, c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les créateurs de jeux vidéo, c'est que dans l'énergie, la pré-production, hein, le premier moment où on imagine un univers, on crée un jeu, on crée ces systèmes, eh ben, on a déjà en fait une idée un peu de jusqu'où on veut l'emmener en fait. Et c'est très intéressant de voir que Soufiane avait déjà pensé à des zones supplémentaires, mais qu'il a dû intelligemment accepter d'en enlever d'abord certaines et puis être plutôt dans une logique où il crée une série de zones, une première série de créatures et puis après petit à petit c'est aussi ça qui va faire que vous allez revenir dans le jeu sur votre téléphone portable. Il va venir rajouter des nouvelles créatures. Vous voyez que vous avez une mise à jour. Et donc, vous voyez que le monde, il évolue. Et c'est ça qui est aussi très intéressant. C'est que ça vous fait aussi vivre, entre guillemets, en direct, donc au fil de votre vie, comme la découverte de ce monde astral. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait thématiser le fait qu'il y a seulement certaines zones qui ont été découvertes par les explorateurs, et puis que tout à coup, ben voilà, un an après, deux nouvelles zones ont été observées, et donc ça fait sens, puisque vous aussi, vous pouvez les observer sur votre téléphone portable. C'est important pour nous que le scénario soit cohérent dans ce genre de choses, ce genre d'explications. À partir du moment où on a ça, on a nos différentes zones, on sait qu'on veut des créatures. Les créatures... D'abord, avant de partir sur les descriptions, de partir sur quel genre de créature il y aura, on va faire des maths. La première étape sera de faire des distributions mathématiques des créatures, à commencer par compter le nombre de créatures qu'il devrait y avoir par zone pour nous s'assurer de la possibilité de la réalisation. Parce que si on se dit il y aura 30 créatures par zone et qu'on part avec 10 zones, ça va faire beaucoup de créatures à réaliser avant de pouvoir sortir le jeu, d'accord ? Donc nous, on est parti sur 8. On s'est dit, il y aura 8 créatures par zone. Et on va partir sur 10 zones. Oui. 8 ans de créatures à faire. Ce qui veut dire qu'il y aura quand même suffisamment de contenu pour que le jeu soit intéressant et fun à jouer. Mais en même temps, va falloir qu'on planifie ça bien parce que ça va être du boulot. La planification mathématique, la distribution mathématique est d'autant plus importante ensuite de par le fait que, comme je vous l'ai dit, il y a différents ordres, mais il y a aussi différents niveaux de rareté qui vont, E, D, C, A, B, S, double S. Et oui, puis ça rappelle, hein, pour ceux qui connaissent, hein, pour faire quand même la comparaison de tous ces jeux quand même de créatures à capturer, Pokémon, Yokai Watch et autres, où effectivement, pour qu'on se retrouve un petit peu, parce que on est quand même en train de créer une encyclopédie du monde, hein, c'est un code de jeu que les joueurs ont l'habitude de connaître. On fonctionne par couleur, cette notation de rareté et ce qui est typiquement utilisé dans les jeux japonais, on l'a repris tel quel parce qu'on a grandi avec et puis qu'on trouvait ça cool. Mais en fait, ça nous donnait une base mathématique pour avoir les différentes créatures du monde. Pourquoi ? Parce que on devait s'assurer qu'il y ait des créatures de chaque ordre de différentes raretés dans toutes les zones. Parce que si on ne réfléchit pas à ça, on va peut-être partir sur le fait de se dire ok, les dragonites, les dragons, on va mettre des gros dragons partout et finalement il n'y aura que des gros dragons très rares et peut-être des Stoctoriens beaucoup plus communs. Oui. Donc on a vraiment fait un calcul pour s'assurer qu'il y ait le même nombre de créatures de chaque rareté dans tous les ordres. À partir de ça, on savait que dans telle zone, il y aurait un Stoctorien de rang D, un Aéral de rang A, etc. On n'avait pas encore le nom, la description, le style de la créature, mais on savait que ces créatures
seraient de cet ordre et de cette rareté. Et alors, question, l'Amarok que Guillaume est en train de dessiner en ce moment, on sait qu'il est métamifère, mais alors de quel niveau de rareté est-il? Il est de rareté C. Il est de C, c'est plutôt bas, hein. On n'est pas en train de voir... Ça commence à devenir rare. Donc Disons il est pas si facile que ça à capturer. Il est complètement moyen. Oui, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que plus la rareté est élevée, plus... Alors pour ça, il faut que vous jouiez au jeu, mais plus ça devient difficile, techniquement, de réussir à observer la créature. Ouais. Les communes sont les E et les D, les moyennes sont les C et les B, et les rares sont les A, S et WS. Ouais. Là, ça devient quand même beaucoup plus dur à les avoir. Donc, à partir de ce moment, on sait qu'on a des créatures dans telle zone. Je pars sur la description. À partir du moment où j'ai la description, j'envoie à l'illustrateur qui me fait des concepts. Ah, ok, voilà, oui. Qui sont encore foncés. Bref, cette créature est le Tantima. C'est un aéral des mangroves tachetées. Les mangroves tachetées sont la zone qu'on vient d'ajouter dans le jeu il y a quelques semaines. Et au niveau de la description, sa principale caractéristique est que c'est un oiseau extrêmement bon nageur, qui a des plumes hydrophobes, donc il peut sans problème aller dans l'eau et reprendre son envol depuis l'eau, mais qui, en position de danger ou pour se cacher, pour chasser, a la possibilité d'étendre ses ailes et de flotter comme un nénuphar. Donc en fait, il se pose dans l'eau et pour ressembler à un nénuphar. Cette créature a été réalisée par Guillaume. C'est Guillaume aussi qui l'a dessiné, ouais. Qui m'a proposé 6 concepts différents. De là, moi, mon retour a été que ça ressemblait trop à un toucan pour le moment, donc il fallait le faire plus... avec un peu plus grande, une plus grande envergure. Mais c'est assez impressionnant, il te propose en fait différentes houpettes, différentes couleurs. La base du corps reste la même, mais ça va plutôt être au niveau des caractéristiques plus détaillées, que c'est là où on va pouvoir aller choisir. Mais parce qu'à la fin, il faut que ça rappelle l'oiseau, et puis en même temps, il faut qu'on ait cette petite dimension un peu étrange, différente. Donc là, l'idée, j'ai bien aimé l'idée florale sur le bec, des plumes florales, parce que ça marche d'autant mieux au niveau du camouflage quand il se met en tant que nénuphar. Mais je lui ai dit, il faut qu'elle soit un peu plus grande, caractéristique un peu différente de celui du toucan. Il m'a envoyé celle-là ensuite. Ah voilà, ouais. Au niveau de la morphologie, ça me plaisait plus, mais maintenant il fallait qu'on se différencie avec une forme de bec différente et avec des couleurs différentes. Donc je lui ai demandé de me proposer ça. Il est parti là-dessus. 4 formes de bec différentes. Et on note quand même tout le travail que ça représente, hein, d'aller-retour, de discussion. Autant lui, il va beaucoup travailler, forcément vu qu'il va dessiner, oui. Mais autant moi, ça va me prendre plusieurs heures à chaque fois pour analyser, pour écrire, pour avoir un mail le plus... Lui, vous communiquez par email. Il faut préciser que vous communiquez par email. Vous n'êtes pas dans le même bureau, hein, donc ça peut vite prendre du temps aussi. C'est ça. Et puis du coup, moi, ça va me prendre beaucoup de temps, mais en même temps, ça va lui permettre lui d'avoir quelque chose de beaucoup plus défini, d'accord ? Donc, ce sera plus facile pour lui. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti sur le bec 2, long, en ajoutant la caractéristique florale du bec 4. Et du coup, ça a été un mix de 2 choix, d'accord ? Au niveau des couleurs, il m'a proposé ça. Ah ouais. Donc teinte jaune, verte, rouge et bleu-violette. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool de le voir en tant que tel que je lui dis, écoute Guillaume, on va partir sur les 4 en même temps. C'était la première fois, mais là, c'est clairement une idée qui vient de Guillaume, du coup, qui d'ailleurs s'y attendait pas. Il me l'a confirmé tout à l'heure qu'il a été surpris du fait qu'on parte là-dessus. Mais cette créature peut être de plusieurs couleurs différentes, comme ça peut être le cas chez certaines races, même de notre monde. Hein. Oui, et ça fonctionne bien avec l'idée des mangroves tachetées. Et du camouflage, etc. Voilà, c'est une zone un peu marécageuse avec beaucoup d'animaux qui travaillent sur le camouflage et les couleurs. On avait les couleurs qui étaient validées et on avait ensuite la créature finale en mélangeant toutes les caractéristiques qu'on a dit avec son plumage qu'on a. Encore une fois, on ne le voit pas très bien là, mais il était validé. Une fois qu'il était validé, on pouvait partir sur l'illustration finale. L'illustration finale, c'est des aplats de couleurs, mais on arrive quand même déjà à deviner où se trouvent les créatures et à deviner que là, c'est de l'eau,
derrière, c'est les arbres des mangroves, etc. Oui, puis c'est vrai que là, on rappelle que vraiment l'idée, c'est vous observer des créatures, mais vous pouvez à la fois avoir un dessin qui en représente qu'une, comme vous pouvez aller voir, comme on voit ici, déjà, on va voir vraiment une envolée de cette créature. L'envolée est le mot très juste. Le but était, selon ce qu'on avait discuté avec Guillaume, d'avoir un feu d'artifice dans cette illustration. Et du coup, l'envolée avec les différentes couleurs, même si c'est encore très 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 sommaire, on arrive quand même à imaginer le cadre final. Je lui ai validé ce cadre à un détail près, c'était de rajouter en bas un Tantima qui était en train de faire le nénuphar. Parce que ça, c'était un moyen beaucoup plus facile pour les joueurs, pour les gens, d'imaginer cette caractéristique. Plutôt que de l'avoir dans la description, de la voir. Voilà, et donc là on le voit dans tous les états, on le voit en train de s'envoler, en train de prendre en vol, en train de s'envoler, et en plus en nénuphar dans l'eau. Et ça c'est très pratique pour l'image, pour la visualisation de la créature en soi, bien sûr, toutes ses caractéristiques. Et de là, le travail est simplement, à partir du moment où ça c'est validé, je sais que c'est à ça que ressemblera la finale. Son travail va chaque fois d'avancer, de m'envoyer, de dire qu'est-ce que t'en penses, d'avancer jusqu'au moment que... Ah ouais. Encore là, on voit que ça a avancé. Une évolution, et la finale. On voit les détails qui apparaissent. Ouais, à peu près. Malgré l'écran qui est un peu sombre, à peu près. On fait avec. Bravo Guillaume, bravo Soufiane. Et du coup là, c'est le Tantima que vous pouvez retrouver dans le jeu tel quel en fait. Maintenant, si vous y jouez et que vous le trouvez, vous vous rappellerez par quelles étapes il est passé. Je vous ai montré un autre exemple de créature qu'on pourra peut-être aller plus rapidement. Mais celui-là, je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce qu'il m'a marqué personnellement aussi, pour une raison particulière. Alors, le Styroche, c'est une créature, un reptiloïde des fournaises. Les fournaises, c'est la zone des volcans, d'accord ? Oui. Des gros volcans, de la lave partout, des lacs de lave, il fait chaud, il y a du soufre, il y a de la fumée. Et... cette créature qui est une rareté de rang B, donc moyen, commence quand même déjà à être quand même assez dur à capturer, à observer. Était un reptiloïde prédateur qui chasse en meute, inspiré des vélociraptors, mais qui peuvent aussi marcher à quatre pattes. Ouais, donc ça ressemble à un lézard extrêmement rapidement, etc. Voilà. Selon la description, Guillaume m'a envoyé, toujours Guillaume, m'a envoyé ces différents concepts. Alors moi j'ai plutôt validé la forme 1 à condition qu'on voit vraiment qu'elle puisse marcher à quatre pattes et du coup qu'on s'éloigne un peu quand même du raptor. Ensuite il a proposé celle-là, on est passé sur celle du bas, la deuxième. Là le concept a plus ou moins été validé, on savait la forme générale de la créature. On verra, on voit que ce concept est beaucoup moins détaillé que celui du Tantima par exemple, mais on savait à peu près à quoi ça ressemblerait, donc on est parti là-dessus. Avançons, regardons son évolution, comme ça on aura le temps de revenir à ce qu'est en train de faire Guillaume. Ouais, les fournaises sont une zone sombre, donc on voit pas très bien. Mais voilà la première version qu'il m'a donnée. On voit les deux créatures qui sont prêtes à attaquer. Le problème, c'est que le ton partait trop sur le brun, sur le foncé, il n'y avait pas assez de rouge. Et en plus de ça, je me suis dit, mais ça serait beaucoup plus qualitatif de les voir en train de chasser, plutôt que simplement de les voir en tant que tels. Il m'a dit, ok, je te fais ça. Mais le but de beaucoup des dessins, c'est vraiment de représenter les créatures en action, souvent, surtout les prédateurs, surtout ceux qui chassent. Et il a fait la deuxième, où on voit deux Styroches qui sont en train d'attaquer une deuxième créature, d'accord ? Le problème, là, était clairement que la créature au milieu... étant donné sa place centrale, tout le monde aurait d'abord pensé que c'était une description de cette créature-là. Donc je lui ai dit, le cadre est très bien, par contre il faut absolument qu'on change de plan, de cadre. Et il m'a dit, d'accord, je te fais ça. Et il m'a fait ça. Ça on le voit pas très bien, mais c'est une sculpture. On est d'accord, c'est vraiment la photographie d'une sculpture. C'est de la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler, qu'il a prise en photo et qu'il m'a envoyé. Du coup, ma première réaction était de dire oui, mais pourquoi de la pâte à modeler ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il me dit, ouais, t'inquiète pas, est-ce que le cadre te va ? Je lui dis, il me va, on voit les créatures, etc. Très bien, on part de là. Et c'est là où la magie opère. Et comme pour le Tantima, boum,
Et voilà. Première version de la créature. On avance, chaque fois de plus en plus, jusqu'au moment où on a la version finale, qui est beaucoup moins jolie ici qu'en vrai. Ouais, en vrai, une fois de plus, les couleurs sont quand même mieux équilibrées. Mais on voit que là, elle est extrêmement bien définie et on part véritablement à la base d'une image. D'une photographie de pâte à modeler. En pâte à modeler. Ouais, c'est génial. Donc génial. voilà, c'est pour ça que celle-là, elle me tenait à cœur de. Super, c'est génial, Soufiane. Je te propose qu'on repasse sur l'ordinateur de Guillaume pour le voir où il en est dans son travail sur l'Amarok. Maintenant, Amarok, Amarok, je confonds toujours les deux. Sur la créature sur laquelle il est en train d'avancer. Et puis qu'on regarde. Donc évidemment, c'est un travail en cours. Hein. Le but n'était pas de dire maintenant c'est bon, aujourd'hui elle est terminée, même si peut-être que maintenant qu'il est lancé, on va le mettre dans un coin des Numeric Games et il va continuer à travailler dessus. Bah justement, là, en fait, en 45 minutes, ça aurait de toute façon pas été possible. Pour vous donner une idée du temps, oui, c'est ça que ça prend. Bah, le but, nous, était d'avoir quand même déjà finalisé les concepts pour ensuite avoir le plan et avancer un peu là-dessus. Comme ça, vous voyez un peu l'étape la plus sympa, c'est-à-dire où il travaille véritablement sur l'illustration finale. Sur les contours. Il n'est pas encore trop dans les détails, mais il n'est pas encore tout au début non plus. Du coup, on s'était dit que c'était peut-être l'étape la plus intéressante. Et vous retrouvez cette créature d'ici un certain temps. Alors, il faut savoir que c'est la première. Voilà, c'est la première d'une nouvelle zone. Donc, tous les dessins de toutes les créatures prend du temps. Ouais. Donc, elle ne va pas arriver tout de suite. Ouais. Mais d'ici quelques mois, vous verrez, on l'annoncera sur les réseaux sociaux, etc. On sortira cette nouvelle zone. Super. Et je me réjouis de la voir moi aussi. Merci infiniment Soufiane, merci infiniment Guillaume. Je propose qu'on termine effectivement sur cette image finale du Amarok. Je pense qu'on peut applaudir Guillaume et puis Soufiane qui ont travaillé pendant ces 45 minutes à faire avancer justement ce dessin. Moi personnellement, je me réjouis de la découvrir dans le jeu Optical. Je vous rappelle, donc c'est un jeu qui est gratuit, hein, en tout cas lors de l'acquisition du jeu, que vous pouvez télécharger. Optical, O-P-T-I-C-A-L-E. Vous pouvez évidemment retrouver le titre dans le programme du Numeric Games Festival. Et puis après devenir des explorateurs du monde astral, de l'univers une fois de plus qu'a créé Soufiane et auquel Guillaume évidemment l'a aidé en tant qu'illustrateur. Je rappelle, Full in Kazan, c'est un studio lausannois, hein, c'est de la production entre guillemets locale. Donc c'est vraiment un plaisir pour le coup de les avoir ici et de voir aussi la qualité des développeurs et des créateurs de jeux vidéo de la région qui évoluent. Donc merci beaucoup Soufiane. Merci à vous, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Merci à David, merci à Guillaume, merci à toute l'organisation des Numeric Games. Et d'ailleurs, si vous téléchargez le jeu, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voyez le moindre problème, bug ou quoi que ce soit, parce que comme on vous le dit, on est en pleine phase de stabilisation. C'est ça, du jeu. Pour la sortie internationale. Donc Soufiane répond sur Facebook, Soufiane répond sur Twitter, Soufiane... Directement, la plupart du temps, c'est directement moi qui vais répondre. Voilà, c'est Soufiane qui écrit les réponses. Donc merci beaucoup. Et puis bonne continuation pour le Numeric Games Festival. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.